Comment le Togo contribue-t-il à la réduction des émissions de gaz à effet de serre? Comment cela se ressent-il sur notre environnement? Le sujet fait l'objet du débat entre les parties prenantes. Cet exercice intervient à quelques jours de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP26. Le Togo fait donc le point de ses préparatifs en prélude à ce rendez-vous mondial de Glasgow au Royaume-Uni. Antoine Togomo-Vovo. Au jour le jour, la planète se réchauffe. Le niveau de la mer monte. La sécheresse s'accentue. Il va sans dire, les changements climatiques influencent le quotidien des communautés. Il faut donc agir et vite. Il y a déjà 5 ans, les États se sont engagés à réduire à moins de 2 degrés les émissions de gaz à effet de serre. Le Togo s'y engage également. Il s'agira de réfléchir sur qu'est-ce qui doit être fait pour que le changement climatique que nous constatons puisse être sérieusement atténué. Combattre le changement climatique, c'est voir quel type d'énergie il faut privilégier. Quand vous prenez une option, par exemple en matière d'énergie, vous êtes bien obligé d'avoir des financements. Pour la première fois, le secteur privé sera à ce rendez-vous sur le climat. Ce sera aux côtés des partenaires, notamment le PNUD, qui accompagne le Togo dans ce processus. Nous aurons des retombées, notamment sur les questions de finances climatiques, puisqu'aujourd'hui, le Togo a encore beaucoup de progrès à faire pour capter la finance climatique. Et ça, c'est fondamental. Je pense qu'avec cette réunion qui va certainement nous permettre de regarder en profondeur quelle va être la contribution du Togo à la COP26, il y aura des recommandations majeures qui vont être formulées pendant ces 2 jours. Et la délégation qui partira va certainement faire de sorte que la voix du Togo soit entendue par la communauté internationale. Agir pour le climat reste la priorité. Attendu donc, une fois encore, des engagements fermes. La vie des générations présentes et futures en dépend. Le commerce transfrontalier est confronté à des difficultés dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Le secteur a bénéficié dans ce sens d'un programme de facilitation. Ce dernier devra répondre aux besoins des commerçants et commerçantes le long du corridor Lomé-Ouagadougou, des besoins identifiés, recensés par la Chambre du commerce et de l'industrie du Togo et dont les résultats sont rendus publics depuis hier en ligne. Christine Pitikeloudet. Les micro et très petites entreprises du corridor Lomé-Ouagadougou ont du mal à se faire financer. C'est le constat de l'enquête menée par la Chambre de commerce et d'industrie du Togo CCIT. Une enquête qui a également touché d'autres difficultés. Il y a des moments où les associations ont dû mettre des garanties en place pour obtenir des financements, mais les financements ne sont pas arrivés. Ils ont également un problème de normes en ce qui concerne leurs produits. Ils ont un problème d'emballage pour pouvoir mieux écouler leurs produits, puisqu'ils sont sur le corridor, ils sont censés vendre dans 2 pays. Ils ont besoin de renforcement de compétences en gestion pour pouvoir mieux gérer leur entreprise et éviter de confondre le bénéfice avec le fonds de commerce. Certaines même de ces structures se trouvent dans l'informel. Ces résultats sont le fruit du programme de facilitation du commerce en Afrique de l'Ouest, un mécanisme qui vise à éliminer les freins directs au commerce. En fonction de leurs besoins, les acteurs recevront une formation sur les méthodes et moyens de travail pour plus de compétitivité. Le Premier ministre, lui, est sur place ici en Côte d'Ivoire. Il a inauguré cette semaine un nouveau centre digital dans la commune du Plateau. Un centre de 1200 mètres carrés qui réunit en un même lieu 4 programmes stratégiques qui vont de la formation des jeunes au numérique à l'accompagnement pour les porteurs de projets en passant par l'accélération de start-up et l'investissement dans ces dernières. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Former plus de 2000 jeunes d'ici 2022 et créer plusieurs centaines d'emplois dans le secteur du digital. C'est l'ambition de l'Orange Digital Center qui a été inauguré mardi par le Premier ministre. Le dispositif que vous avez ici est un dispositif qui permet à n'importe quel jeune Ivoirien, quel que soit son niveau de qualification, diplômé ou pas diplômé,
de pouvoir apprendre gratuitement à coder, de pouvoir expérimenter, de pouvoir être incubé, d'être accéléré s'il crée sa start-up et aussi éventuellement d'être financé par un fonds que Orange a créé et qui est dédié à l'investissement, à l'accompagnement des start-up. Ouvert à tous, ce centre digital devra participer au développement du capital humain de qualité dans l'économie numérique nationale. Nous devrons former de plus en plus de jeunes dans le domaine du digital. Nous allons aussi devoir les former aussi bien au digital qu'à l'entrepreneuriat. Mais surtout, nous devons faire en sorte qu'ils puissent monétiser les idées. C'est bien de former, c'est bien d'innover, c'est bien d'avoir des idées, mais si on n'arrive pas à les monétiser, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Pour le chef du gouvernement, c'est là la volonté précise du chef de l'État, tourner notre économie vers le digital, outiller la jeunesse. Cet espace de modernité et de technologie incarne 3 priorités chères à la vision 2030 portée par son Excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara. Premièrement, offrir des perspectives de formation en matière d'économie numérique et in fine des emplois à notre jeunesse. 2. Tourner résolument notre économie vers le digital en facilitant l'appropriation des technologies du futur, à l'image de la blockchain ou de l'intelligence artificielle. Et enfin 3. Multiplier les partenariats avec le secteur privé pour accélérer la transformation structurelle de notre économie. Ici, vous aurez libre accès à du matériel et des logiciels de pointe, à des formations pratiques, afin de vous préparer aux enjeux passionnants des métiers du numérique. La Côte d'Ivoire entend se positionner ces prochaines années comme le hub digital de l'Afrique de l'Ouest. The sky is Le ministre d'État, ministre en charge des Affaires étrangères et le chef de la délégation de l'Union européenne au Niger ont présidé hier à Niamey les travaux de la réunion du dialogue politique entre le Niger et l'Union européenne. Ce cadre d'échange permet d'évaluer périodiquement le niveau et la qualité de la coopération entre Niamey et Bruxelles. Le point avec Ali Ibrahim. 3 points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette rencontre de dialogue politique entre le Niger et l'Union européenne. Les priorités du gouvernement nigérien déclinées dans la déclaration de politique générale du premier chef du gouvernement, la situation sécuritaire au Niger et dans l'espace du Sahel, et enfin les questions de migration et développement. Partenaire phare du Niger, l'Union européenne entretient une coopération excellente avec notre pays. L'Union européenne est un de nos principaux partenaires, sinon avec la Banque mondiale, le principal partenaire technique et financier de notre pays. De manière directe, en tant qu'organisation au niveau de l'Union européenne, à travers plusieurs instruments. Nous tenons à le dire et à le saluer. C'est pour cela que cette rencontre, ce dialogue permanent que nous devons avoir avec vous est absolument essentiel. Nous partageons, au-delà de la coopération bilatérale, si on peut l'appeler ainsi, avec l'Union européenne et avec chacun d'entre vous, chacun d'entre vous en tant que chacun de vos pays, nous partageons aussi des valeurs communes. Des valeurs communes qui sont celles de la démocratie, qui sont celles de la bonne gouvernance. Nous tenons à partager ces valeurs-là chez nous et ailleurs. Ce dialogue politique Niger-Union européenne est le premier depuis l'arrivée des nouvelles autorités nigériennes. Une nouvelle dynamique lui sera infligée, a affirmé l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne. Ici, le dialogue a toujours existé, du très haut au plus haut niveau. Et je ne mentionnerai pas ici, ne fût-ce que depuis le 2 avril, le nombre de cas où ce dialogue a été maintenu. Le 2 avril, le 23 avril, le 20 mai et d'autres dates marquantes. Mais je dirais que fidèle à l'esprit du traité, le ministère des Affaires étrangères du Niger et cette délégation par le passé ont conduit toujours avec fidélité ces sessions dédiées, l'article 8. Et c'est aussi saisir l'opportunité que d'autres ambassadeurs
des États membres non résidents, par exemple, soient connectés à la réalité. Je souhaite vous transmettre les encouragements de tous mes collègues qui ne sont pas résidents et qui attendent impatiemment une prochaine session bien planifiée où on peut se retrouver vraiment toute la famille européenne de partout en Afrique. Ce dialogue politique entre le Niger et l'Union européenne a permis, après une journée d'intenses travaux, de lancer davantage l'excellence de cette relation. En termes d'enseignement, plusieurs leçons sont à retenir. La session d'aujourd'hui a une triple signification, je dirais, puisque premièrement, c'est la première que nous faisons avec les nouvelles autorités issues du triple processus électoral démocratique. Deuxièmement, c'est une session de dialogue politique qui est un tout petit peu dans une phase de transition entre l'ancien traité de Cotonou, qui est toujours en force jusqu'à la fin du mois de novembre, mais avec l'esprit ouvert vers le nouveau accord, le post-Cotonou, comme on l'appelle, qui met un accent beaucoup plus politique et plus orienté vers l'action du partenariat. Troisièmement, nous avons été aussi heureux de nous retrouver pour la première fois dans un format présentiel après cette période de pandémie, tout en maintenant, comme vous avez vu, toutes les mesures Covid. Donc c'était un moment chargé de signification. Nous avons une approche de construire ensemble. La relation Niger-Union européenne s'inscrit désormais dans le contexte de l'accord post de Cotonou. Une relation basée sur l'excellence et la convergence de vues entre le Niger et l'Union européenne. C'est un partenariat modèle. Je le dis en toute conscience. C'est un partenariat modèle pour l'engagement réciproque sur des intérêts, des valeurs communes dans un esprit de redevabilité mutuelle. L'horizon s'annonce prometteur entre Niamey et Bruxelles. Une relation basée sur un partenariat ayant pour but la défense des intérêts communs.